On repart, les amis, on repart avec... alors, j'avais prévu de démarrer avec ça, et puis on a démarré avec Facebook. Tu dis, Tesla et Facebook, c'est une bonne accroche. Tu dis que c'est l'opposé, Emmanuel, Tesla et Facebook. T'es sûr qu'il y a l'éthique chevillée au corps, là, chez Tesla? Oui, je pense. Non, d'abord, il y a une vraie vision chez Elon Musk, notamment sur l'écologie. C'est pas que faire des voitures électriques, c'est un ensemble pour améliorer le système globalement. Bilan carbone global de notre activité. Il y a un esprit d'excellence qui est phénoménal. Il y a une vraie vision. Reprenez les discours d'Elon Musk en 2015. En 2015, il vous annonçait tout. Absolument. Le modèle 3, le modèle X, Falcon Heavy. Falcon Heavy, ça vient de sortir en 2021. Il l'avait déjà prévu. Il n'avait pas une fusée qui avait décollé. Il avait déjà le plan de marche. C'est phénoménal d'avoir une boîte qui a 10 ans n'existait pas, dont la NASA aujourd'hui a besoin et qui malheureusement alors, ça c'est SpaceX, mais là c'est Tesla qui... non, mais Tesla m'intéresse plus que SpaceX. SpaceX, enfin, on l'a beaucoup raconté, c'est quand même... mais c'est la force de l'Amérique, c'est la NASA qui fait confiance à un entrepreneur privé et qui arrose de subventions jusqu'à ce que ça marche. Voilà. 2 fois moins cher que ce que ça lui coûtait avant. Oui, non, mais d'accord. Tesla, il est tout seul. La vision, l'excellence opérationnelle, parce qu'il y a un moment, c'est assez phénoménal de voir qu'il a des usines. Mais en même temps, les montagnes russes, quoi. Il pète les plombs, l'interview au New York Times où il fume un joint, où il dit qu'il n'en peut plus. On parle de la personnalité du personnage. Mais tu te rends compte, c'est un gars comme ça qui fait aujourd'hui un constructeur automobile qui vaut... plus que tous les autres constructeurs. Voilà. C'est de la valeur boursière, ça veut rien dire. Mais voilà. Bon. Ça fait partie des grands génies américains de type Steve Jobs. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, moi, ce que je pense, c'est qu'il s'est beaucoup inspiré de l'iPhone. Parce que pour moi, Tesla, tout le monde compare Tesla à un constructeur. Mais Tesla, c'est pas le véhicule qui est hybride, c'est le modèle. C'est un modèle entre Apple et Toyota. Donc on compare, on dit ça fait moins de valo que Toyota. Mais forcément, la bourse ne regarde pas la valo de l'industriel automobile. Elle regarde la valo de la partie tech. La partie tech, c'est quoi? C'est un OS qui vient avec la voiture, qui est un OS fermé, comme l'iPhone, qu'il faut upgrader régulièrement. Ça coûte, là, la dernière upgrade, j'ai regardé hier sur Internet, il faut changer une partie du hardware pour pouvoir faire l'upgrade logiciel. Et la partie à changer, elle coûte 2 000 ou 3 000 balles. Donc déjà, tu changes un truc. C'est un peu comme quand tu changeais l'iPhone pour avoir le nouvel iOS. Attends, parce qu'il en a une Tesla. Et du coup, c'est vrai, de temps en temps, si tu avais un ancien modèle, toutes les mises à jour sont faites pendant que tu dors. Non, je te parle pas de ça. Je te parle si tu as un ancien modèle, je sais pas lequel, il faut que tu mettes un petit bout de hardware quelque part, enfin une pièce quelque part, pour faire l'upgrade du dernier OS qui vient de sortir à l'instant là. Peut-être pour des très anciens modèles, mais le lien. Donc du coup, mais c'est complètement peu importe, mais c'est le modèle. Attends, ce que je voulais dire pour finir, c'est que c'est le modèle iPhone, si tu veux. Donc le modèle iPhone, tu auras un nouvel OS, ton nouvel OS il sera fermé, tu auras des applis, et puis du coup, ce qu'ils vendent, c'est pas uniquement une voiture qui est très belle et très jolie, mais je suis sûr qu'une BMW, quand on aime ça, c'est très beau et très joli aussi. Ce qu'ils vendent, c'est derrière la technologie, le rêve de la tech, le rêve d'Apple, le rêve des GAFA. Et alors, s'ils vous vendent ça, qu'est-ce qu'ils vous vendent derrière? Parce que comme tous les GAFA, qu'est-ce qu'ils vous vendent? Qu'est-ce qu'ils vous piquent? Surtout, ils vous piquent des données. Donc avec ces données qu'il va piquer Elon Musk, il va faire comme les autres. Moi, je ne crois pas tellement qu'il soit ni plus empathique, ni plus éthique que les autres. Qu'est-ce qu'il va faire de toutes ces données qu'il va vous prendre dans votre véhicule? Parce que pour l'instant, il vous en prend plein. Où vous allez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous achetez? Tout, puisque dans le logiciel, il vous donne des boutiques, il vous donne des restaurants où vous pouvez aller. Donc il a tout sur vous. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire? Je ne sais pas. Mais le secret des GAFA, c'est la donnée. Le reste, ils s'en fichent. Que ce soit un iPhone, une voiture ou un logiciel. 1000 milliards, c'est ça. La valo, à mon avis, elle est là. Elle est qu'on projette le modèle sur les GAFA. Alors, je suis en partie d'accord avec un mélange d'iPhone et de Toyota, mais je pense que ça va au-delà. Je pense que c'est vraiment une disruption totale. Bien sûr. De même que l'iPhone a été une disruption avec notre bon vieux combiné. Apple n'a rien inventé. Tout ce qu'a fait iPhone, ça existait avec le Palm Treo, avec BlackBerry 10 ans plus tôt. Ils ont juste eu un marketing impressionnant qui fait qu'ils l'ont beaucoup mieux vendu. Moi, j'ai toujours... n'a rien inventé, mais c'est une négation... Une disruption. Mais non, mais puis de ce qu'est la valeur incrémentale d'énormément de choses. Effectivement, Thierry Breton, il te raconte qu'il a fait la première démo d'un iPod à l'époque à Steve Jobs.
Bah ouais, mon pote, et alors? C'est-à-dire, qu'est-ce que t'en as fait, tu vois? C'est ça. Enfin, Non, mais c'est clair. Non, moi, je nie pas la rien inventé, disruption. c'est pas possible. Du Ne tout. serait-ce que l'écran tactile, par exemple. T'en avais aucun qui avait écran tactile de l'ensemble Bien sûr. de. Bien sûr. Et puis surtout, Aucun. il faut quand Ah non, même c'est les premiers écrans tactiles. Il faut quand même se rappeler quand même de l'électrique. On se dit quand même en Europe, on est quand même une puissance industrielle dans l'automobile. Ils ont eu cette vision et surtout. Donc vous dites la puissance du design, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, à chaque fois qu'on partait d'une électrique, c'était tout une sorte de jouet, elle devait souvent être petite, multicolore, ludique, enfin vous aviez un aspect design dès que c'était de l'électrique qui était assez étonnant. D'ailleurs, vous voyez les modèles qui sortent encore, alors beaucoup moins maintenant, mais en tout cas c'était comme si c'était un peu une miniature, un jouet, quelque chose. Quelque chose de pas sérieux, quoi. Oui, je me rappelle les gens qui achetaient des Audi ou des BM à l'époque, ils disaient non, on fera jamais une voiture électrique aussi puissante. Il sait très bien qu'il est sur du haut de gamme, donc il sait très bien qu'il va avoir en face ce genre de consommateur. Non, on fait la même voiture très très belle, sauf qu'elle est électrique. Donc ça, après, on peut dire, en effet, c'est que du marketing, etc. Non, ça, c'est une vision. Et aujourd'hui, c'est sûr que ces clients achètent ça aussi, parce que la voiture, même si maintenant c'est utilitaire, il y a quand même derrière une image de marque, ce que vous projetez. Et là, vous pouvez avoir, en effet, la classe et toutes les valeurs qu'il y a derrière la voiture avec le côté écologique. Et ça, il l'a vu très, très vite. Alors que nous, c'est vrai que chez beaucoup de constructeurs, on était encore sur un peu des voitures gadgets sur l'électrique. Vous savez, le premier qui en parle énormément, très sérieusement, 2008, c'est Carlos Ghosn. Absolument. Carlos Ghosn, 2008, il a une vision, mais vraiment une vision, le zéro émission. Et moi, je me souviens très bien, il me le dit, ne rentreront dans les villes que les voitures zéro émission, premier point. Absolument. Deuxième point, l'électricité est agnostique. Ça veut dire que toutes les sources d'énergie, vous aurez besoin de mobiliser toutes les sources d'énergie pour continuer à faire rouler les voitures. Et seule l'électricité vous permet en fait de mobiliser toutes les sources d'énergie. Mais Anne-Sophie a raison. La même chose, qu'est-ce que t'en as fait? Alors oui, la Zoé, c'est super, ok, mais on se rend bien compte que oui, c'est pas la part de rêve et d'aventure qu'a réussi à donner C'est Elon toujours Musk. le paradigme de la start-up. C'est toutes les start-up qui ont disrupté, elles arrivent sur un marché sans passer. Sans usine à faire tourner. C'est le passé de Renault qui a fait qu'ils ont pas peu osé quand même. Tu casser les codes. peux pas restructurer, tu peux pas virer tout le monde du jour au lendemain en disant on arrête tous les modèles bas de gamme qui roulent au diesel et on passe tout de suite à l'électrique en fermant toutes les autres usines. Lui, il a commencé, il a 2 usines, il produit 1 million de véhicules. Il est parti de zéro, comme toutes les startups. Toutes les startups qui ont beaucoup disrupté, elles sont parties de zéro. Elles n'avaient pas le passif de plein de salariés à former ou à virer, mais enfin plutôt à former, c'est possible. Grand respect pour la Zoé, tu n'étais pas obligé de faire un pot de yaourt non plus. Tu vois, tu pouvais faire un truc comme le dit. C'est vrai. Comme le dit Anne-Sophie, tu vois, elle a raison, tu as l'impression qu'ils ont cherché la voiture la plus moche. Et puis alors, PSA, la première électrique de PSA, c'était encore pire, quoi. Ouais. La plus moche possible. Ouais. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les disrupteurs dans chaque secteur ne sont pas ceux qui venaient du secteur, c'est des gens qui sont arrivés et qui ont disrupté. C'est pas Nokia qui a inventé l'iPhone, pourtant Nokia elle avait sans doute tous les brevets qu'il fallait pour inventer l'iPhone, c'est pas eux qui ont fait l'iPhone. Oui, Voilà. mais c'est une question de valeur aussi. C'est vrai qu'au début de l'électrique, vous étiez écologiste, donc vous vouliez avoir quelque chose de petit, de pratique, qui consomme pas beaucoup. Donc en fait, le côté marque haut de gamme, c'était pas ça le but. En fait, c'est d'avoir vraiment quelque chose qui soit sur l'écologie. Donc c'était ça la valeur qui était vendue. C'était pas en effet garder un niveau standing tout en ne Et à pas l'époque, polluant. je pense que les vendeurs de voitures haut de gamme ne sentaient pas leurs acheteurs prêts à se ruer sur l'électrique. Hein. Et vous pense que tu as parliez du parfaitement côté raison. classe, les premiers acheteurs d'électrique, ils n'étaient pas du tout regardés, on les regardait comme des gens C'était des hippies, bizarres, un peu. des abrutis qui Un peu mettaient des de l'argent hippies. dans un truc qui allait ne pas T'es marcher. sûr? Est-ce que ça va marcher? Il y a autre chose sur Elon Musk, qui est sur Tesla, qui est incroyable, c'est le process de production et d'organisation. Oui. Ça fait 30 ans que McKinsey et consorts nous expliquent qu'il faut séparer le travail, atomiser, faire des fabriques fabless compagnie, pas d'usine, etc. On sous-traite tout. Lui, il fait tout en interne. Il fait ses logiciels, il fabrique Une partie qui de ses vient de chez pièces. Samsung. Et donc, il est revenu complètement à l'opposé de ce que toutes les théories et toutes Surtout les le boîtes secteur ont pratiqué automobile qui a fait que ça. dans le secteur automobile, Mm. et avec des résultats dont aujourd'hui on voit que c'est quand même pratique parce qu'il peut modifier, adapter ses logiciels pour justement la pénurie de puces ou Absolument. autre. C'est vachement intéressant. Après, pour Anne-Sophie nuancer, il est quand même sur du très haut de gamme, il n'est pas sur le même volume. Il est sur du Il très est- haut de gamme. et, Maintenant, et il avait, surtout quand il a commencé, il avait justement une marque qui n'était pas connue, donc il a pu la créer comme Ah oui, vous disiez. ça, c'est Il clair. n'avait Il a tout pas le commencé de poids du zéro. passé, La marque, et c'est le souvent design, pour les ça que vous usines, êtes moins, tout est parti de zéro, hein. Vous êtes moins innovant. Quand Alors, je vais le citer encore une fois, et puis la semaine prochaine, enfin après, on parlera d'autres choses. Donc, si ça vous intéresse, hein, le teslisme. Donc, Michael Valentin, qui est alors lui-même d'ailleurs entrepreneur, hein, il a un fonds d'investissement de start-up industriel. Et puis, il est consultant, justement, alors pas chez McKinsey, mais consultant. Et donc, il a écrit un bouquin, mais
je crois qu'il y a 4 ans, qui s'appelle Hyper Manufacturing. Alors, c'est 2 bouquins d'ailleurs. Le premier, c'est sur le Teslisme, et le deuxième, c'est Hyper Manufacturing, qui est un petit peu la suite. Et donc, lui, il dit oui, il y a eu donc Fordisme, Toyotisme, Teslisme. C'est un nouvel âge de l'industrie, en ce qu'il applique toutes les recettes des startups, donc la disruption, la capacité de pivoter très très vite, à une industrie dont on ne pensait pas qu'elle était capable de l'encaisser. Michael Valentin, donc allez voir ça. Bouquin très très intéressant, ça se lit en plus, mais vraiment de manière très agréable. Donc voilà, c'était la petite page de pub. Juste un mot, parce que c'est aussi en cela que j'en fais un symbole, moi, intéressant. Je le disais dans le sommaire, il réconcilie la croissance et le carbone. Un peu moins avec SpaceX quand même, mais bon. On envoie des touristes dans l'espace, je ne suis pas tellement sûre que ça réconcilie la croissance et le carbone, mais je sais pas. Mais il fait rêver, Non, mais attends, juste un mot là-dessus, parce que j'y pensais pas. Personne ne remet ça en cause. C'est pas si, tu as des gens qui le remettent en cause. Oui. Parce qu'on te parle de Fluxam, là, de honte de prendre l'avion, mais alors honte de lancer des fusées, j'ai vu ça nulle part. Lancer des fusées pour aller faire de la recherche, je sais pas, comme Station spatiale Thomas internationale. Pesquet, Attends, voilà, Thomas Pesquet qui fait des photos, t'es sûr que... Ils font d'autres choses que des photos. Oui, ça, c'est ouais, la partie com. Mais j'en sais rien, moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils font. Ils montrent ce qu'ils font, il faut bien montrer ce que tu fais quand tu le fais. Ça, mais ils font de la recherche, je pense, alors que je vois pas trop l'intérêt d'envoyer des touristes dans l'espace à ce stade, mais peut-être que je me trompe, je sais pas. C'est epsilonesque. Epsilonesque, je pense qu'un vol de fusée, en termes de nombre d'émissions, je ne sais pas si c'est epsilonesque. Tu es capable de dire que les avions, c'est 4%, tu es capable de dire que le digital, c'est 4, avec une telle croissance que ce sera 8 dans 5 à 10 ans, tu es capable de dire que le logement, c'est 40, tu es capable de dire... L'espace, tout le monde s'en fout. Je pense qu'un lancement de fusée, c'est beaucoup plus que plusieurs avions, mais je n'ai pas les chiffres en tête, bien sûr. Peut-être nous faire des SpaceX électriques. Réconcilier carbone, croissance, ce qui peut nous amener d'ailleurs autour de COP26. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, ce que vous attendez de la COP26. Anne-Sophie, Alors, c'est sûr que réconcilier, en tout cas, c'est trouver des pistes. Et à mon sens, on le voit, c'est pas que le mouvement qui est en France, c'est vraiment tout mettre sur le progrès technique et de dire. Alors, c'est vrai que le président de la République essaie de faire en donnant des caps, en disant par innovation combien on investit et quels doivent être les résultats. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment ça la solution. Et c'est ce que va essayer de faire secteur par secteur en disant voilà, avec toutes les législations qui sont en œuvre, on voit quand même que c'est un impact très positif quand même sur l'innovation et notamment l'innovation dans le secteur privé. Donc, dès que vous mettez en place une législation, eh bien, vous avez plus de brevets. Donc ça, c'est vrai qu'on l'a toujours vu et on le voit, notamment pour la taxe carbone aux frontières. Quand vous faites les estimations, on sera sur cette tendance. Donc c'est vraiment l'innovation, le progrès technique. Après, c'est comment on le finance, dans quelle proportion et sur quel secteur et sur quel domaine. Et c'est ça qui est fascinant avec ces transitions, c'est que notamment, on dit la voiture, ça va être le tout électrique, mais encore une fois, moi je le dis, et quand on regarde les études, le résultat, et ce qui va marcher, c'est vraiment la diversification, et c'est d'utiliser plusieurs sources d'énergie. Et moi, parfois, ce qui me fait un petit peu peur avec l'électrique, c'est qu'on se dit, voilà, nous on est dans le nucléaire, on a l'électrique, donc attention, on va mettre tout là-dessus. Et donc, non, c'est pas ce que tu as dit RTE mardi. En tout cas, non, mais pour l'électrique et concernant la voiture, c'est quand même un petit peu l'idée de dire, voilà, pour la voiture individuelle, on va essayer de développer l'électrique, l'hydrogène plus pour en tout cas tout ce qui est poids lourds, bus et camions. Et les éoliennes, on a une part qu'on essaie de faire progresser, mais qui reste encore malheureusement assez faible parce que c'est vrai que ça s'est développé aussi dans d'autres marchés hors européens. Alors que la solution, c'est vraiment de diversifier et de mettre de l'investissement partout. Mais tu as quoi d'autre comme alternative à l'électricité? C'est ce que je disais, Carlos Ghosn, elle est agnostique, justement. C'est ça sa grande force. C'est une énergie secondaire, attention. Non, je suis tout à fait d'accord, mais l'électricité va poser aussi d'autres problèmes, notamment par rapport aux terres rares et par rapport à d'autres dépendances. Donc ça, il faut en avoir bien conscience. Et c'est bien d'investir dedans, mais il faut diversifier et ne pas mettre, à mon sens, tous les milliards de recherche que dans ce domaine. Voilà, c'est ce que je dis pour pas peut-être reproduire les erreurs du passé. Oui, mais je ne vois pas quelle alternative tu as à l'électricité. Pour l'instant, on ne le voit pas. Mais là, quand on voit tous les programmes de recherche qu'il y a, alors bien sûr, on parle de la voiture propre, on parle par exemple de tout ce qui est l'éthanol. On dit toujours le prix de l'essence a énormément augmenté. Vous avez énormément de pompes à éthanol. On en parle très peu. Vous avez des pays comme au Brésil où c'est excessivement développé. Bien sûr, vous allez me dire c'est un producteur de sucre, donc c'est plus facile. Mais il y a d'autres alternatives qui existent. Et là, on voit que le débat se cristallise parce qu'on a cette spécialisation productive. Et ça peut créer d'autres dépendances à d'autres pays et à d'autres matières premières, que ce soit les terres rares ou d'autres. En gros, l'erreur qu'on a sans doute faite il y a 20 ans avec le diesel.
Ou avec le diesel, à C'est toi qui le dis. sursubventionner le diesel. C'est toi qui le dis. Et pourquoi toi, tu peux le dire Non, je peux le dire, mais c'est ça. Mais là, c'est un exemple. Et c'est toujours de Très dire, bon exemple, tu as attention, raison. on a une chose, et au lieu de se dire, bah voilà, maintenant on est dans un monde nouveau, donc tout est ouvert, le but, c'est pas de trouver un élément pour remplacer et pour avoir ce qu'on avait comme vie avant. Il faut vraiment ouvrir et voir tout ce que l'on a. Même l'éthanol, hein. Forbes, il avait créé la première voiture qui marchait à l'éthanol avec du sucre. Et sa voiture, après, c'était le modèle T, je crois, Oui, du siècle. absolument. Et il a disparu. Pourquoi ? À cause du prix du pétrole qui a tout cassé dans le marché et ne valait plus rien. Donc, ça existe, ces innovations ont existé. Ce que je dis, c'est restons ouverts et regardons tout. Je ne savais pas que la électrique aussi, il y a première des Ford marchait à voitures- l'éthanol. Dis donc. Tu m'apprends un truc, Il y a Anne-Sophie. des Je vais voitures t'envoyer la électriques en photo. 1930, effectivement, qui étaient Mais- surprenantes. Alors, mais c'est pour ça, pour refaire, parce que c'est l'histoire que je connais, c'est pour ça que Ghosn, quand vraiment il a cette vision électrique, en fait, personne n'embraye parce que justement, on lui envoie, moi je me souviens, on envoyait sur les réseaux, les gars envoyaient des photos, effectivement, des prototypes des années 30 Oui. qui ressemblaient à des espèces de fusées, des trucs machin. Ça ne marchera jamais, les gens n'en voudront pas, jusqu'à ce que ce soit une crise au cœur du technocentre de Renault où on aille jusqu'à dire, ça il faut s'en souvenir quand même, Ghosn est en train de faire travailler Renault sur la voiture électrique pour finir de tuer Renault parce qu'il n'aime que Nissan. Mais oui, c'était tout à coup, ça a été devenu... les tensions étaient... Enfin, d'ailleurs, on sait pourquoi ça a explosé, mais les tensions étaient énormes à ce moment-là. Et donc, c'est un plan machiavélique. En fait, il va nous faire tourner en rond. Il va faire tourner en rond le technocentre. Et on va jamais avoir les solutions. Il va nous tuer à petit feu. Et c'est Nissan qui va rafler la mise. Voilà. Isabelle, tu étais encore journaliste à ce moment-là, tu te Oui, souviens de mais ça, je me souviens tu plus te tout souviens à fait pas de cette histoire. Je ne couvrais cette pas ambiance, l'industrie automobile. 2008, Donc... 2009, 2010, tu dois sais. dire. Non, parce qu'en plus, tu es sur un Ouais, effondrement ouais, de... bien sûr. Enfin, l'industrie automobile Non, non, est mais en c'est train vrai. de traverser une crise de dingue. Voilà. Et puis, Pour juste finir l'anecdote, Christian Estrosi, à ce moment-là, ministre de l'Industrie, dit à Carlos Ghosn qu'il a tort d'investir dans les SUV. Il voulait interdire à Renault d'investir dans les SUV, c'était 2009. Je referme la ouais, parenthèse. tu connais bien l'histoire de Renault, j'avoue, beaucoup moins. Laissons mieux les que moi. entrepreneurs entreprendre. Ouais. Non, mais c'est ça l'histoire. De quoi on parlait De la COP26. J'ai dérivé. On parlait de la COP26, dis donc. Merci, Isabelle. Alors, donc, ça Bah, t'intéresse écoute, oui, ça Parce que m'intéresse. 26, comme son nom l'indique, hein, c'est-à-dire qu'il y en a eu 25 avant. Bah oui, mais c'est bien. Enfin, c'est bon signe, ça veut dire qu'on continue à se réunir. Oui, mais C'est-à-dire enfin, qu'à chaque les COP, on a... émissions de CO2 C'est ne vrai. baissent Mais pas. à chaque COP, on a un petit peu des changements et des évolutions. Tu vois, la dernière fois, c'était la COP 25, c'était avec Trump. On avait quand même les États-Unis qui étaient sortis de l'accord de Paris, etc. Entre-temps, on a quand même fait quelques petits progrès. Et l'avantage de la COP, c'est quand même que tous les pays se mettent autour de la table et regardent où on en est sur les objectifs pour se dire qu'ils ne sont pas effectivement toujours atteints, mais aussi que certains pays avancent. Tu parlais de la Norvège tout à l'heure. C'est vrai que la Norvège... Alors non, oui, j'avais parlais de la oublié. Norvège. Est-ce qu'on peut voir, je ne sais pas si... parce que j'ai fait un petit montage caustique, effectivement, mais je ne sais pas si on va pouvoir Parce que le tu es voir. caustique. Donc, le fonds souverain norvégien qui, du haut de sa vertu, dit qu'il arrête de financer, voilà, tourne le dos aux énergies du passé. Et 3 semaines après, élection, hop, Oui. nouvelle majorité, et boum, la Norvège continuera à chercher du pétrole. L'un n'exclut pas l'autre. Hein. Voilà, Donc le c'est fonds ça. norvégien C'est ça. va... Exactement. Donc c'est ça, la Norvège, elle est comme tous les pays qui ont, comme tu disais tout à l'heure, un choix énergétique, hein, Anne-Sophie. Effectivement, eux, ils n'ont pas eu le choix énergétique, c'est une grande puissance pétrolière comme d'autres. Et donc, ils ont 100 000 personnes qui travaillent dans le pétrole, donc ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain. De même que nous, on ne va pas passer de 80% de nucléaire à 50% en 2 jours, comme ça, sans difficulté. Donc chacun essaye un peu de rééquilibrer. Eux, ils doivent continuera à rééquilibrer. chercher- Non, Total. Oui, mais Total arrête l'exploration de production. En parallèle, d'abord, ça c'est le gouvernement qui n'a pas la majorité au Parlement, et en parallèle, la majorité parlementaire norvégienne fait voter que le fonds souverain norvégien n'investira plus dans le pétrole. Ouais. Donc des investissements de Ça 7 milliards. Tartuffe. Ça porte un nom en Ça France. s'appelle la politique. C'est un héros de Molière, n'est-ce pas? Ça s'appelle la politique. Tartuffe. Et ne pas avoir un Parlement aligné avec son opinion majoritaire, enfin avec son opinion présidentielle. Donc voilà, et il ne pourra rien faire, le président norvégien, face à ça. Parce que non, là, mais il bien a sûr. son fonds à lui, mais il y a aussi BlackRock qui dit j'investirai plus dans les ressources fossiles pendant bientôt. Il y a tous les gros assureurs, tous les gros investisseurs institutionnels de la planète qui se retirent, au point d'ailleurs qu'il y a eu une étude hier qui dit attention, parce que si vous vous retirez trop vite, on a quand même encore un peu besoin d'essence. Hein. Je vous donne un scoop, tout le monde n'a pas de Tesla.
Et on a encore besoin d'essence et d'énergie fossile pendant le temps d'adaptation pour arriver à d'autres énergies. Et si tout le monde se retire tout de suite, il risque d'avoir une pénurie d'essence qui sera plus liée... qui va fabriquer une crise. Qui sera plus liée au désinvestissement qui est déjà là, qu'à l'arrêt raisonné de la chose. Donc, quand les grands investisseurs seront partis et continueront à quitter ces secteurs-là, il y a bien un moment où ces secteurs-là... et puis ça passe au plastique maintenant. Ils vont commencer à se désinvestir des entreprises qui utilisent trop de plastique. Donc, petit à petit, moi je pense que ça viendra beaucoup par l'investissement et par les gros pays. Mais la volonté politique, on voit que c'est important. On voit bien que la volonté du Parlement norvégien, c'est d'arrêter les industries. Donc mais non, la volonté du Parlement norvégien. Le Parlement, c'est pas le gouvernement. Oui, mais le gouvernement, deux s'il choses fait différentes. ça, mais non, le gouvernement, s'il fait ça, Ouais. Alors effectivement, c'est un gouvernement minoritaire, mais s'il fait ça, c'est que ça va être approuvé par le Parlement, c'est que c'est approuvé par l'opinion publique. Mais non, justement, c'est en cela où je trouve qu'on est. C'est d'ailleurs Après, il faudrait qu'ils trouvent l'argent pour le faire. Quoi, pour continuer, à chercher des comment elle s'appelle, la compagnie pétrolière norvégienne Statoil ou, enfin, c'est la compagnie pétrolière norvégienne qui va... elle est financée par des investisseurs étrangers comme tout le monde. Et Elle a BlackRock à son capital comme tout le monde. Elle a le fonds souverain norvégien non, plus maintenant, mais jusque-là. Le fonds souverain norvégien, C'est leurs profits qui ont financé le fonds. C'est ça qui est est paradoxal et intéressant d'ailleurs. Bon, les amis, ce fonds souverain, il a été construit par le pétrole. Qu'est-ce que tu penses de ces grandes COP ? Moi, je pense que la bonne nouvelle, c'est dans la question. Tu poses la question carbone et croissance. Il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, on entendait en France que problème du carbone, donc la solution, c'est la décroissance. Et effectivement, je pense qu'on a quand même changé un petit peu de vision en France, tout au moins, sur le fait de dire finalement, c'est quand même le progrès technologique qui va permettre de diminuer les émissions des avions, qui va permettre, plutôt que de dire on ne prend plus un avion s'il y a 6 heures de train. Alors, hier, c'était 3 heures, maintenant c'est 6 heures, bientôt ça sera 24 heures de train. Je pense que cette idée que le progrès et les entrepreneurs peuvent justement nous aider vers cette baisse des émissions de carbone. Et c'est important aussi parce qu'aujourd'hui, finalement, la France est quand même hyper vertueuse, je pense que tout le monde le sait, et les émissions, elles viennent de Chine. Si demain les progrès technologiques en Europe permettent aux Chinois d'arrêter de dépenser du carbone ou d'avoir des centrales à charbon en Allemagne, tout le monde en sera bénéficiaire et il faut qu'on arrive là parce que ça sert à rien d'avoir zéro émission en France si les Allemands ont des centrales à charbon. Moi, c'est vrai que la grosse crainte que j'ai, c'est vraiment le temps. Parce que c'est vrai que quand vous regardez tous les rapports, et notamment de perspective des risques, vous allez avoir sur les 5-10 prochaines années une augmentation des catastrophes naturelles avec les coûts qu'on connaît et des crises, on va dire, là on a eu le Covid, mais on en aura d'autres. Donc il y aura vraiment la question de dire, bien sûr, le progrès technique, mais c'est pour ça qu'il faut investir en effet massivement pour trouver des choses vraiment sur les 5 premières années. Et quand on dit en effet les secteurs, ils ont besoin de 10-15 ans pour se convertir, là, vraiment, la vraie question, c'est est-ce qu'on ne sera pas rattrapé par le temps et qu'on devra peut-être changer sur le fond parce qu'on n'aura pas assez de temps. Donc alors, plan de relance, c'est la bonne méthode pour... plan de relance, oui, parce qu'on investit, on investit justement sur les secteurs d'avenir, mais sur la technologie, sur la... T'as regardé tout ce qui tombe là, d'évaluation? Quand même. Moi, je regarde tout ce qui tombe en matière d'évaluation. Il y a une tentative. Alors après, de savoir si est-ce que c'est le bon secteur, c'est le bon moment d'investir, mais au moins il y a une tentative. Sinon, on fait rien. Donc il faut quand même tenter. Mais c'est vrai qu'au niveau du temps, et là on le dit, chaque pays, les pays se réunissent, ils font le bilan, il n'y a pas de baisse d'émissions, comme tu l'as dit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et surtout, quand on voit les pays vont être touchés de manière très inégalitaire, avec là aussi, parce qu'on parle toujours des problèmes d'immigration, etc., mais les vrais problèmes d'immigration, c'est les problèmes d'immigration et des réfugiés climatiques qui vont exploser les 10 prochaines années. Donc ça, il faut être très clair là-dessus. Bon, mais pour finir... Non, mais c'est très intéressant, comme toujours. Voilà, comme toujours, c'est très réjouissant d'ailleurs. Voilà. Non, mais c'est cette expression magnifique qui est la tragédie des horizons. Et qui est effectivement les différents horizons qui se superposent, ou dit autrement, la fin du mois avant la fin du monde. Voilà, exactement. Mais cette histoire quand même, donc, plan de relance, Benoît Cœuré, le très sérieux Benoît Cœuré, qui dit, non seulement je suis incapable de vous dire parce que dans les 100 milliards du quoi qu'il en coûte, il y a en fait donc les baisses d'impôts de production pour
20 milliards, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, ils ont mis 2 ans. 10 Voilà. et 10. 2 ans, 10 et 10, voilà. Donc ça, ok, c'est trop tôt pour le savoir. Mais il y a aussi des restes de plans des investissements d'avenir, les fameux PIA de Nicolas Sarkozy, des restes des 10 milliards de Bruno Le Maire sur les filières d'excellence, etc. Et des restes des 57 milliards de Emmanuel Macron lui-même en 2017. Et donc Benoît Cœuré, face à tout ça, donc, premier rapport, il vous dit, non seulement je ne sais pas comment ça, si ça fonctionne, mais en fait, je le saurai sans doute jamais. Alors moi, Sans doute, je pourrai jamais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, ce qui nous ramènera au début, le plan Un jeune, une solution a permis l'attribution à fin septembre d'au moins 2 millions d'aides ou d'entrées dans des parcours d'accompagnement ou de formation. Donc ça, c'est quand même effectivement spectaculaire. 2 millions, dont 1,3 million au titre de l'aide à l'embauche des jeunes et des aides à l'alternance. Le reste, Ce qui explique peut-être la baisse du chômage qu'on évoquait tout à l'heure. tout à fait. il faut quand même être plus nuancé. On peut quand même regarder, en tout cas à court terme, déjà les premiers résultats, notamment dans le plan de relance. Il y a les fameux 30 milliards justement pour tout ce qui est rénovation énergétique. Et là, vous pouvez voir comment les foyers utilisent ces aides pour rénover. C'est vrai. C'est par exemple les aides aussi à conversion pour acheter une voiture électrique. C'est vrai. Donc là, on a quand même des indicateurs. On voit que globalement, quand même, ça fonctionne. Ça On ne peut fonctionne. pas dire qu'on n'a quand même aucun indicateur, mais c'est vrai qu'à très court terme, c'est difficile. À part les crédits d'impôt, là, on peut avoir une évaluation. Pour tout ce qui est réindustrialisation, essayer de faire revenir la compétitivité et de l'industrie. Et la transition au carbone, quoi. Et la transition au carbone, c'est sûr, c'est plutôt sur 5-10 ans que sur 1 an. Donc c'est ça la difficulté. Mais est-ce qu'il ne faut rien faire pour autant? Oui, mais Je même, pense pas. Et chaque même mesure- sur 5 et 10 ans, c'est-à-dire les 57 milliards, c'était 2017, hein. Oui. Oui. Non, enfin voilà. Chaque mesure peut être effectivement analysée dans un sens ou dans l'autre. Il puis- y a beaucoup de gens qui ont dit que la baisse du PFU à 30%, c'était scandaleux. C'était Prélèvement forfaitaire unique. Hein. Prélèvement forfaitaire unique à 30%, donc sur les plus-values du capital, c'était scandaleux parce que ça enrichissait plutôt les gens riches qui avaient un capital. Mais là, on voit que les investissements dans les PME, dans les venture capital, dans les startups ont repris de façon très élevée. Et il y a des gens qui font le parallèle, des gens dans la tech notamment, qui disent cet argent-là, il vient du fait qu'on peut à nouveau investir en France sans être sûr que sa plus-value sera fortement taxée. Et c'est pour ça qu'on a une résurgence d'investissements dans la tech. Investissements dans la tech qui sont positifs. Ça crée des entreprises dynamiques et des licornes, peut-être une mini Tesla. Tout à fait. Et certains soutiennent ça, et d'autres disent mais pas du tout, etc. Mais au final, finalement, il paraît que ça n'a pas coûté plus cher, de toute façon, que l'impôt précédent. Enfin, en tout cas, ça part à 1,5 milliard. Voilà, Donc, l'évaluation de France Stratégie. Qui a raison, c'est qui a tort là-dessus, je ne sais pas vraiment, parce que c'est difficile de flécher cet investissement précisément. C'est le problème de tous les plans d'investissement, parce que c'est vrai que c'est très difficile d'avoir une évaluation parce qu'on ne peut pas savoir, on ne peut pas avoir, si vous voulez, un pays 0 et un pays 1 avec l'investissement. Et donc, on ne peut pas comparer. Le fameux contrefactuel des économies. Exactement. Et par exemple, c'était le cas après la crise de 2008 avec le fameux plan d'investissement pour l'Europe, où justement, on a essayé de mettre en place une relance en finançant avec la Banque européenne d'investissement des projets et pour faire un effet de levier avec le public, avec le privé pour attirer des investissements. On voit que l'effet de levier globalement a fonctionné. Donc, par rapport à ce que vous avez investi, vous avez beaucoup plus d'effet de levier. Mais est-ce que vous pouvez dire que c'est que dû au programme d'investissement, qu'on est en pleine reprise? Donc, c'est très difficile. Vous avez plein de facteurs exogènes qui expliquent ça. Donc, c'est vrai qu'à mon sens, c'est pas un argument pour dire il faut pas faire ou faisons moins. On n'a pas le choix, il faut le faire. Après, il faut essayer que ce soit le plus efficace possible. Et c'est encore le problème du temps et du temps long. Non, et puis comme l'argent est gratuit en ce moment, ce serait dommage de s'en priver. Et le sujet de la gouvernance, là encore, qui doit décider? Où va l'argent? Tu évoquais tout à l'heure Estrosi sur les SUV. Mais il les avait fait quand même, Carlos Ghosn, je te rassure. Oui, tout à fait. Non, mais est-ce que qui est le plus approprié pour effectivement décider que tel secteur, l'hydrogène, l'avion électrique, peu importe, c'est tel ou tel domaine et il faut mettre 1 milliard. Là-dessus, on a avancé, j'ai l'impression, parce que là-dessus, la doctrine publique est davantage de faire confiance passer par les fonds aux entrepreneurs, que ce que ça pouvait être dans les années 80 ou dans les années 70. Je pense qu'il faut un panachage des deux, puisque l'État n'a pas été dans les années 80 totalement idiot sur le TGV ou un certain nombre de grands projets dans les années 70. Ils ont même fait de grandes réussites aujourd'hui dont on profite encore. Absolument. Depuis, ça s'est un petit peu détérioré, effectivement. Je pense qu'il faut un mélange des deux avec une vision de l'État et faire confiance ensuite aux investisseurs d'un côté, aux entrepreneurs de l'autre. La grande différence
qu'on a par rapport, vous disiez, les années 70, c'est qu'en effet, l'État a beaucoup moins d'argent, est surendetté et donc a beaucoup moins de capacité financière. Donc là, l'idée, c'est un peu à chaque fois de mettre un état des lieux au niveau du secteur privé, de quels acteurs vont pouvoir financer. Et à partir de ça, parce que c'est vers eux qu'on aura les capacités de financement, eh bien, on essaie de mettre en place un plan. Donc c'est vrai que ça permet là aussi de guider les investissements et peut-être d'avoir des rentabilités qui soient meilleures, puisque eh bien, les financements viennent des acteurs qui sont concernés. Un mot de conclusion, Isabelle, Non, là-dessus? tu sais, en pub, Ogilvy disait, paraît-il, que quand tu investis 100 millions en pub, tu as 50% qui servent à rien, mais tu sais pas lesquels. Ah, c'est C'est un magnifique. peu pareil. Écoute, on faut investir et puis ça ira bien. Bon, là, pour les économistes, c'est un petit peu dur. Ouais, très bien. Non, très bien. Ah, c'est très très bien. Non, très très bien. Effectivement, très intéressant. Merci pour tout ça, les amis. Voilà, donc la semaine prochaine, série de rediffusion. Je vous redonne ça. Alors, je ne sais pas si ce sera dans l'ordre, mais on va parler de la Chine et des défis de la Chine. On va parler d'industrie. Tour d'horizon diplomatique, mais évidemment sans la Chine. Et puis le prix de l'électricité, mais oui, bien sûr. Ce fameux marché aberrant. Alors depuis d'ailleurs qu'on a fait cette émission, les Allemands ont clairement dit non à la réforme du marché européen de l'électricité. Bon, bah, vous verrez en écoutant notre émission qu'il y a là-dessus des arguments, mais vraiment dans les deux sens. Donc on se retrouve ensemble, ce sera quoi? Après donc cette semaine de rediffusion.